Bon, alors d'abord, merci de m'avoir invité à cette initiative, parce que en ce moment, le côté positif, c'est que des initiatives comme ça, il y en a de plus en plus dans les territoires. Donc effectivement, la ligne Canfer n'est pas la seule ligne sur laquelle il y a des batailles. Est-ce que le gouvernement et la direction SNCF sont sur la satisfaction des besoins? Alors pas du tout, évidemment. Et j'aurais tendance à dire, en 2018, quand la réforme qu'ils ont appelée pacte ferroviaire a été mise en débat, et que les cheminots se sont mobilisés contre cette réforme, on s'est mobilisé beaucoup sur la théorie, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Aujourd'hui, on est sur la pratique. Quand vous êtes, par exemple, sur l'exemple pratique de la ligne Canfer, quels sont les blocages objectifs qui font que ce qui devrait être facile, ce qui devrait être possible et ce qui devrait être logique ne se produit pas, c'est-à-dire la réouverture de la ligne. Mais en fait, la problématique, c'est beaucoup l'organisation du système et la mise en concurrence. En 2018, le gouvernement et beaucoup d'élus nous ont dit mais on ne remet pas en cause le service public, on va juste mettre en concurrence les lignes pour plus d'efficacité, etc., etc. Bon. La problématique, c'est que dans la théorie, évidemment, nous, on a combattu ça en disant vous éclatez un peu plus le système, et à chaque fois qu'on éclate le système, on remet en cause l'utilité du réseau, de l'ensemble du réseau. Je donnais cet exemple tout à l'heure à une journaliste. Quand on apprend l'effet réseau à l'école, on nous dit quoi? L'effet réseau, c'est comme pour le téléphone. Si vous avez 2 personnes en France qui ont le téléphone, ça sert à rien d'avoir le téléphone. Si par contre tout le monde a le téléphone, vous ne pouvez pas ne pas avoir le téléphone. Et bien le réseau ferroviaire, c'est la même chose. Plus vous avez de gares, plus vous avez de points d'arrêt, plus il y a de desserte du territoire et de maillage fin, plus il y a d'efficacité du réseau parce que vous pouvez aller partout. Vous pouvez aller, voilà, vous avez une desserte efficace. Quand vous morcelez ça et que vous découpez ça en marché, évidemment c'est plus compliqué parce que vous n'avez plus la capacité de faire un trajet complet avec une seule compagnie, ça complexifie l'offre, etc. Puis en plus, ça met en place des dynamiques financières parce que si demain, dans les règles d'aujourd'hui, on devait réouvrir la ligne Canfer, comment ça se passerait? On lancerait un appel d'offres pour qu'un opérateur, que ce soit la SNCF ou un autre opérateur, réalise le train. Évidemment, qu'est-ce qui se passerait? Les opérateurs, ils ne fonctionnent pas pour la beauté du geste, pour la sympathie des usagers des environs. Ils regarderaient la rentabilité de la ligne. Et donc, est-ce que cette rentabilité de ligne est suffisante? Dans ce cas-là, on postule, et il y a des opérateurs, et donc on peut réouvrir la ligne. Ou alors, la rentabilité n'est pas suffisante, donc on ne postule pas, et il n'y a pas de réouverture de ligne possible. Alors que normalement, ça devrait être très facile de rouvrir cette ligne. Sur la rentabilité de la ligne, quand on prend des segments de ligne comme ça, il est impossible d'avoir une rentabilité telle que les entreprises privées et les normes du capitalisme normal l'entendent. On l'a vu sur l'appel d'offres d'une ligne nationale qui est la ligne Bordeaux-Nantes-Lyon, une ligne importante, qui n'est pas une petite ligne, mais même sur cette ligne-là, la rentabilité n'était pas suffisante, et donc à la fin, dans l'appel d'offres, il n'y avait qu'un seul candidat, c'était la SNCF. Et comme le gouvernement n'a pas voulu faire la démonstration que l'appel d'offres c'est le retour de la SNCF, il a annulé l'appel d'offres, et puis on est dans le statu quo sur cette ligne-là. Mais évidemment, dans ces situations-là, on va dire, je sais pas, on n'a pas fait d'études spéciales, mais je pense que 80% des lignes TER ne sont pas rentables au sens économique du terme. Donc qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles soient rentables? Il faut mettre des monceaux et des monceaux d'argent public. Parce que ce qui existait auparavant, c'est-à-dire la péréquation entre les activités rentables financent les activités qui le sont moins, justement parce que le réseau est solidaire. Parce que dans le TGV, il y a peut-être des gens, une partie des gens qui ont pris le train dans les petites lignes. Et donc, la rentabilité du TGV, pour partie, elle est due à ces réseaux territoriaux, donc il est normal qu'il y ait une solidarité. À partir du moment où vous mettez en concurrence et que vous segmentez tout, ce qui est rentable génère du profit, et ce qui n'est pas rentable doit être financé par le public ou ferme. Et donc on est dans cette situation-là. On le voit, le meilleur exemple aujourd'hui c'est le fret. Sur la bataille qu'on a menée et qu'on continue de mener sur le Perpignan-Rungis, le fait de vouloir lancer des appels d'offres ligne par ligne fait que vous pouvez monter de la marchandise sur une ligne donnée, mais le train redescendra vite parce qu'évidemment, il est bloqué sur sa ligne, il n'y a pas de réseau. On ne va pas prendre des marchandises au point d'arrivée pour desservir d'autres zones, puis ensuite faire ce qu'on faisait avant, la logistique un peu complexe. Donc, puisque ce train il est plein à l'aller mais vide au retour, il n'est pas rentable, donc il faut énormément de subventions publiques. Et sur la relance du Perpignan-Rungis, alors que le fret ferroviaire n'avait jusqu'à présent pas bénéficié d'1 euro de subvention publique,
Nous avons gagné l'impératif, enfin le caractère impératif de sa relance en termes politiques, parce qu'il est inacceptable que ça ne soit pas remis en place pour des questions environnementales, pour des questions économiques, etc. Donc nous avons gagné ça, du coup le gouvernement se retrouve obligé de subventionner à hauteur de 66% cette desserte-là. Ce qui est monstrueux. Et donc notre bataille à nous, c'est justement, et c'est l'exemple de cette ligne-là, c'est de dire d'abord on gagne la nécessité de réouverture pour les questions politiques, la desserte des territoires, l'aménagement du territoire, le besoin des usagers et les questions environnementales. Et ensuite, on va se poser la question du système. Parce que dans le système que vous avez monté, il y a une inefficacité qui est absolument colossale. Et si on doit répondre aux besoins, évidemment, ce n'est pas leur objectif de répondre aux besoins, mais si on doit répondre aux besoins dans ce système-là, c'est une gabegie d'argent public qui est absolument colossale. Donc nous considérons que ça justifie le retour au service public unique et intégré, parce que le réseau ferroviaire est unique, donc il doit être exploité de manière unique. Ça n'est pas du tout la même situation que l'aérien, ça n'est pas du tout la même situation que le routier. Chacun a ses spécificités, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais sur le système ferroviaire, le morceler en considérant qu'on peut exploiter bout par bout, c'est une aberration. Et donc, sur ces lignes-là, où la question se pose systématiquement, et j'imagine que le Conseil régional doit se poser la question, est-ce que c'est rentable de mettre de la subvention à hauteur de ce qu'on doit mettre pour faire rouler cette ligne-là? Nous disons, d'abord, oui, vous devez la réouvrir, vous devez pousser pour la réouvrir. C'est votre responsabilité de décideur décentralisé, entre guillemets. Vous êtes décentralisé parce que vous devez être proche des attentes de la population et vous devez rendre compte des attentes de la population, donc vous devez décider la réouverture. Et ensuite, par contre, vous devez aller au bout de la réflexion, vous devez questionner le système. Et effectivement, vous n'avez pas les moyens de financer l'ensemble du TER, l'ensemble du réseau, l'ensemble des travaux. Donc vous devez pousser comme nous à la remise en cause de cette logique où chaque collectivité la plus petite possible est responsable du financement. Le financement doit être sous la responsabilité de l'État dans le cadre d'un grand service public national. Donc voilà, du local au national, les batailles s'alimentent. En 2018, on a été battu sur la théorie, sur la loi. On a mené une bataille dont on est fier, mais on a été battu. Dès le lendemain, on a lancé cette bataille-là sur la pratique, en disant leur système ne fonctionnera pas. On va le montrer, on va montrer leurs contradictions, et donc la bataille de confrères, c'est exactement cette bataille-là.